Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui consomment le numérique, qui utilisent les réseaux sociaux, les solutions qui leur sont soumises, mais il est important de savoir les enjeux, les défis ou les risques qu'il y a derrière ces technologies-là. On a été un peu des acteurs majeurs dans tout ce qui était développement de l'inclusion financière à partir des technologies mobiles. Et cela a été possible parce que nos populations aujourd'hui sont fortement connectées. La technologie pourrait avoir une certaine incidence sur le réchauffement climatique. Ceux qui aujourd'hui arrivent à maintenir leur part de marché ou à maintenir leur business, leur activité, ce sont ceux-là qui ont eu l'idée de lire les tendances à venir et de s'adapter. On sait apprécier un produit lorsqu'il est soit consommé ou porté par une personne avec qui nous sommes... Un influenceur. Un influenceur, on dirait aussi. Amis du digital, Bonjour. Nous y sommes, premier épisode de Adicom, le podcast, le premier d'une longue série, n'est-ce pas Yola? On le souhaite, on le souhaite. On le souhaite. Et aujourd'hui, on va parler, dans ce premier épisode, on va parler de la data et de la transformation digitale. Les data, certains en rêvent sur le continent africain, certains les ignorent totalement, mais d'autres ont décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. Et c'est justement ce que fait l'institution Deloitte qui, depuis plusieurs années, chaque année, nous gratifie d'une étude extrêmement complète sur l'évolution des tendances dans le digital, dans la transformation digitale, dans la data, dans les usages. Et c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir, dès ce premier épisode, Monsieur Léonce Bédier, Senior Manager IT et Transformation Digitale chez Deloitte Afrique francophone. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Et pour mener à bien ce podcast, je serai en compagnie de Monsieur Yola, Event Manager chez Adicom, qu'on applaudit aussi. Merci, voilà. C'est très gentil, c'est très gentil. Je suis Kay Lumumba, CEO, cofondateur Totem Experience et Adicom. Et donc, comme je le disais, on est dans le podcast de Adicom, Africa Digital Community. Community, vous savez, on fait partie d'une communauté, donc Africa Digital Community. Voilà, d'autres disent communication. En tout cas, c'est Adicom. L'objectif de ce podcast, la vision de ce podcast, Léon, c'est vraiment de valoriser dans un premier temps les acteurs qui, par leur travail, ont un impact sur ce secteur-là. Oui. Mais c'est également de donner une lucarne à notre communauté et d'inviter vraiment les personnes qui veulent avoir un impact sur ce secteur-là, à écouter pour avoir des tips d'experts, mais également à nous rejoindre. Il y a un lien de description en dessous de ce podcast pour rejoindre la communauté, parce que en fait, chez Adicom, nous, on considère qu'on a encore besoin de beaucoup de talents dans le secteur du digital. On a besoin de beaucoup de talents, que ce soit en création de contenu, que ce soit en data analyse, que ce soit en développement, etc. On a besoin de beaucoup de talents pour construire un secteur fort. C'est notre vision, c'est notre rêve. Et donc, on arrive tous ceux qui partagent ce rêve à nous rejoindre dans la communauté parce que c'est ensemble qu'on fait les choses. Clairement. Voilà. Que penses-tu de cette vision? Écoutez, déjà, merci pour l'occasion que vous me donnez de partager avec vous cette passion que j'ai du digital. Exactement. Et également me faire part du fait qu'aujourd'hui en Afrique, il existe une communauté justement qui mène des réflexions, qui se partage des retours d'expérience sur ces mutations qui sont en train de s'opérer. Et j'en suis vraiment très ravi parce que pour moi, le digital aujourd'hui, c'est un élément fondamental pour l'Afrique pour rattraper son retard sur les précédentes révolutions industrielles, technologiques qui se sont présentées. Et pour y arriver justement, il est opportun qu'on se fédère, qu'on puisse créer toute cette communauté-là pour fédérer les différents talents, les différentes compétences. Et Adicom, je pense, est dans cette dynamique. Donc, c'est déjà quelque chose à saluer. J'en suis ravi. Et c'est tout un honneur pour moi, justement, de pouvoir animer ce premier podcast et partager, justement, notre expérience, les perspectives de Deloitte Côte d'Ivoire et les tendances également que nous avons identifiées dans la transformation digitale des entreprises africaines et de l'Afrique dans sa globalité. Super. Merci. En tout Bienvenue cas, dans la communauté, ça c'est sûr et certain. Préparez vos stylos parce que vous sentez déjà la passion de Léonce.
Et justement, du coup, on vous a dit, on voulait absolument Léonce en premier. Et Yola, tu avais une question justement sur déjà, pourquoi on voulait M. Léonce, M. Bédié ici? Donc ici, ce qu'on va voir, c'est au niveau du parcours. Donc ici, Senior Manager Stratégie IT et Transformation Digitale chez Deloitte, très grande boîte. Lorsqu'on entend le nom même, il y a le respect, comme on va dire. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Comment êtes-vous devenu Senior Manager chez Deloitte dans le domaine en tant que tel? Alors, il faut dire que j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé en tant que développeur logiciel. Donc, ma formation de base, c'est ingénieur en génie logiciel. J'ai été dans différents secteurs d'activité, notamment le secteur de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, de la banque assurance, pour enfin arriver à Deloitte Côte d'Ivoire. Donc, dans ces différents secteurs, j'ai eu à porter plusieurs casquettes. Donc, la première, c'était celle du développeur d'applications web et mobile. Après cela, au regard des différentes expériences et autres, j'ai porté des casquettes de chef de projet et aussi des casquettes de manager d'équipe. Dans le secteur de la téléphonie et de la banque, j'ai côtoyé l'environnement du marketing, de la communication digitale également. Donc cela m'a permis de comprendre un peu les besoins des utilisateurs, les attentes des clients et de voir comment est-ce que le numérique pourrait apporter des solutions à satisfaire ces différents besoins-là. Et mon expérience antérieure en tant que développeur, administrateur de systèmes d'information, justement, me permet d'avoir ce regard IT-là lorsqu'il est question de designer une expérience client sur le numérique, sur le digital pour nos différents clients. Donc c'est bien évidemment après cette riche expérience que je me suis retrouvé en tant que consultant chez Deloitte Côte d'Ivoire, senior manager, donc pour avoir pratiqué avec les entreprises, pour avoir compris leurs attentes, leurs enjeux, leurs besoins, leurs difficultés. Aujourd'hui, je suis à Deloitte Côte d'Ivoire pour pouvoir accompagner un plus grand nombre d'entreprises et leur faire bénéficier de l'expertise de Deloitte, de mon équipe également. Donc différentes casquettes et ensuite on se précise en tant que, si j'ai bien compris, la transformation digitale. Donc à travers les différentes expériences que vous avez eues, on se précise vers là au fur et à mesure pour aller à Deloitte. Exactement, sachant que la transformation digitale aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de technologie. C'est vraiment la transformation de tout le modèle économique, tout le modèle d'affaires d'une entreprise, la transformation de toute l'expérience utilisateur qu'on apporte aux clients, aux utilisateurs, la façon de travailler, de repenser la consommation de nos biens et services, et tout ça basé sur les technologies numériques. Donc c'est un ensemble, c'est l'ensemble de toute cette expérience-là qui permet aujourd'hui de pouvoir accompagner une entreprise dans sa volonté d'opérer cette transformation digitale-là. Excellent. Parce que généralement, quand on entend transformation digitale, on se dit, bon, on entend le digital, transformation, on se dit, waouh, mais il est clair qu'il veut prendre en considération justement tous ces facteurs qui viennent accompagner la transformation digitale dans une compagnie en tant que telle. Effectivement. Excellent. Et ce rôle en particulier au jour le jour, si on peut demander, au jour le jour, comment ça se passe? Alors, comment est-ce qu'on accompagne nos... Pour les jeunes qui nous écoutent et qui se disent, du coup, ça m'intéresse cette position. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on est senior manager en transformation digitale et comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait au quotidien? D'accord. Alors, dans un premier temps, c'est d'aider les entreprises à prendre conscience de l'impératif de cette transformation digitale-là. Parce qu'aujourd'hui, notre économie, notre façon d'opérer, de travailler a profondément changé. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la crise à Covid-19, on a bien vu l'impact que ça a eu sur les différentes entreprises, sur les méthodes de travail et tout ça. Donc, mon rôle aujourd'hui chez Deloitte, c'est dans un premier temps de sensibiliser les entreprises sur ces mutations qui sont en train de s'opérer, parce que nos façons de faire vont considérablement changer. Donc, les sensibiliser dessus, les aider à faire également un état des lieux de leur situation actuelle par rapport à ces évolutions, à ces mutations à venir, et ensemble définir avec eux la stratégie, je dirais même la vision. Comment est-ce qu'ils se projettent sur les 3, 4, 5 prochaines années à venir, sachant que l'activité, le modèle économique, le marché, les consommateurs, tout cela vont utiliser le numérique. Donc comment est-ce qu'ils se définissent une nouvelle vision, comment est-ce qu'ils se projettent, et partant de là, au regard de leur situation actuelle, quelles sont les initiatives, les efforts qu'ils devraient opérer, les actions qu'ils devraient mener pour pouvoir se préparer à
embrasser ou attaquer ces nouveaux défis-là. Donc, il y a ce volet sensibilisation, communication, définition de stratégie, de roadmap et après accompagnement dans la mise en œuvre de ces différentes roadmaps. Ok, super. Excellent. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir précisément justement sur votre manière d'intervenir. Mais là, aujourd'hui, on veut vraiment parler de cette fameuse étude qui encore nous a régalé cette année. Déjà, question pour un champion. Que veut dire TMT? Justement, c'était la question à poser. Je me suis permis d'aller regarder. Non, je vais pas te piéger. Je vais pas te piéger, Yola. Je demande à Léo, ce que veut dire TMT? Alors, TMT, c'est technologie, médias et télécommunications. Ok, donc c'est vraiment une étude globale. Voilà, effectivement, c'est une étude globale. Et quand on parle de technologie, aujourd'hui, on prend tout ce qui est lié au numérique. Donc, il s'agit du big data, du cloud computing, de l'Internet des objets, etc. Quand on parle de médias, c'est comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce qu'on véhicule l'information, comment est-ce qu'on consomme l'information, comment est-ce qu'on produit cette information, donc le type de contenu et autres. Et quand on parle de télécommunications, aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper connecté. Yes. Les gens communiquent, interagissent et tout. Donc, les TMT, c'est vraiment tout cet écosystème numérique digital dans lequel nous vivons. Et notre étude, justement, porte sur les tendances dans cet écosystème-là. Parfait. Ok, super. Du coup, justement, en parlant de tendances, on a parlé tout à l'heure de sensibilisation, ça passe justement par la communication de ces grandes tendances. Aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances, j'allais demander en Afrique, parce que c'est ce qui intéresse notre public, mais n'hésitez pas s'il y a un lien à faire avec ce qui se passe dans le monde à le faire, mais vraiment déjà de manière globale. Je sais que de par votre métier, vos amis doivent vous demander, mais toi qui es dans le digital, là, donc du coup, ça marche cette histoire? Enfin, qu'est-ce qu'on répond en fait d'habitude quand on se demande comment va le digital en Afrique, tout simplement? D'accord. Alors aujourd'hui, je dirais que le digital se porte bien en Afrique et c'est très bon à savoir, c'est très bon effectivement, à savoir. Le digital est c'est ça, on a eu chaud. Non, effectivement, le digital se porte bien en Afrique. Nous sommes sur une très bonne dynamique. Excellent. Pourquoi? Parce que déjà notre population est très jeune et nous sommes de gros consommateurs de tout ce qui est numérique, de technologie numérique et tout ça. Donc les entreprises africaines également, aujourd'hui, ont commencé à se préparer à embrasser cette mutation-là. Sauf que bon, faut dire, on fait face à beaucoup de défis qui aujourd'hui sont en train d'être traités. Les défis que nous rencontrons sont dans un premier temps les défis de connectivité. Donc aujourd'hui, pour faire du numérique, du digital, il faut avoir un certain niveau de connectivité, de connexion. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de basculer vers la 5G, mais il est important, par exemple, sur un territoire donné, d'avoir une bonne couverture en termes de téléphonie et de technologie 4G ou 5G pour que les populations puissent bénéficier pleinement de cela. Un autre défi également que nous rencontrons en Afrique qui pourrait faciliter le déploiement du numérique, c'est le défi de la connaissance et de la compétence. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui consomment le numérique, qui utilisent les réseaux sociaux, les solutions qui leur sont soumises, mais il est important de savoir les enjeux, les défis ou les risques qu'il y a derrière ces technologies-là. Donc la question de connaissance, de compétence est également un élément fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique fait partie prenante finalement de la culture générale. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que vous allez recommander chez Deloitte, c'est que chaque individu intègre que dans sa culture générale, il doit également avoir une culture du digital, une culture numérique. Effectivement. Et d'ailleurs, quand nous accompagnons les entreprises, nous faisons cet exercice-là d'évaluer la maturité numérique des collaborateurs et de l'entreprise elle-même. Ah oui, très intéressant. Et cette maturité numérique se fait sur 3 axes stratégiques. Il y a la partie people, donc les hommes, les collaborateurs qui travaillent au sein de l'entreprise. La partie business, donc comment est-ce que les différents
différents métiers savent utiliser ou s'organisent pour utiliser le numérique de sorte à avoir une certaine excellence opérationnelle ou de sorte à améliorer leur stratégie commerciale. Et aussi au niveau SI, donc le dernier axe, comment est-ce que les équipes IT savent mettre à disposition des métiers, des collaborateurs ou même des clients les outils numériques qu'il faut et également la disponibilité qu'il faut pour pouvoir profiter pleinement de cette technologie. D'accord. Mais du coup, quand on dit que ça se passe bien en Afrique, quels sont les, allez, on va dire 2-3 chiffres qui confirment cette affirmation? Alors, déjà, il faut dire que l'Afrique a été l'un des précurseurs de tout ce qu'on appelle mobile money. Yes, c'est vrai qu'il y a une grande avancée ici. Effectivement, du coup, on a été un peu des acteurs majeurs dans tout ce qui était développement de l'inclusion financière à partir des technologies mobiles. Et cela a été possible parce que nos populations, aujourd'hui, sont fortement connectées. Pour avoir visité différents pays, je pense que c'est en Afrique qu'on a le plus de population où un individu peut se retrouver avec 2, 3, 4 téléphones. Yes, on le voit au fait. On dit vous venez d'Afrique avec vos téléphones. Là. Exactement. Donc nous sommes de gros consommateurs du numérique et les populations aujourd'hui en ont vraiment besoin. Donc ça, c'est le premier élément qui me permet de dire que l'Afrique est bien lancée sur ce volet-là. Deuxième élément, les populations africaines, les entrepreneurs, les startups, aujourd'hui, ne manquent pas d'idées. Ils savent adapter les différentes technologies qui se présentent aux besoins des populations africaines. Aujourd'hui, par exemple, lors de notre précédent rapport sur les TMT, on avait parlé du shopping social, donc les achats qui se faisaient en ligne. Mais ça se fait depuis longtemps en Côte d'Ivoire avec les groupes Facebook, WhatsApp qui permettent aux uns et aux autres de vendre. Donc avant même que Facebook ne commence à intégrer des fonctionnalités de marketplace, en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, il y avait un système qui avait su profiter des opportunités, des fonctionnalités que Facebook proposait pour commencer à commercialiser des produits et des services. Donc, il y a ce potentiel-là. Il y a ce potentiel et la population est très jeune. Elle est très jeune, elle est portée sur le numérique également. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que si aujourd'hui, vous êtes dans un environnement, dans une société où, je dirais, le numérique est supposé être vulgarisé, mais si vous n'êtes qu'avec des seniors, donc des personnes d'un certain âge, il va sans dire que ça sera difficile d'exploiter le plein potentiel. Du coup, en termes de pénétration, d'accessibilité, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça se développe en termes de taux de pénétration? Est-ce qu'il y a peut-être des régions qui sont plus avancées que d'autres? Quel est le paysage? Alors, à ce niveau, pour ce qui est du taux de pénétration, effectivement, il y a des efforts, il y a des chantiers à adresser. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, l'un des défis de l'Afrique, c'est vraiment de vulgariser la connectivité et d'améliorer le taux de couverture des différentes régions. Donc, oui, aujourd'hui, dans les grandes artères, dans les grandes villes, on a de la connectivité, mais dans les régions un peu plus éloignées, c'est un peu plus difficile, alors que le numérique peut s'exploiter pleinement lorsqu'il y a de la connexion, de la connectivité. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au stade où on se dit les capitales africaines, on est déjà très satisfait en termes d'infrastructure et maintenant il faut s'attaquer aux régions, ou on se dit même dans les capitales africaines il y a encore beaucoup de boulot? C'est ça que j'essaye de... D'accord. Alors, dans les capitales africaines, oui, on a l'infrastructure qui va avec. Il y a tout ce qu'il y a comme technologie à déployer. Mais ce ne sont pas que les populations qui résident dans ces capitales-là qui peuvent exploiter le numérique. C'est à l'échelle, je dirais, nationale, sinon régionale. Donc, pour pouvoir l'exploiter, le vulgariser et derrière créer des services à valeur ajoutée pour l'ensemble des populations et également permettre aux entreprises de développer leurs différentes activités, il est impératif
d'étendre la couverture numérique. Et donc ça, je pense que nos décideurs, nos décideurs ont déjà pris le point, parce qu'on a vu passer un certain nombre d'ordonnances qui ont été signées, de décisions qui ont été prises pour pouvoir développer l'infrastructure numérique. En Côte d'Ivoire, par exemple, je pense que la 5G sera disponible au moment de la CAN. Ça, c'est une information que nous avons reçue lors de la présentation des TMT. Et donc, le fait de déployer déjà cette technologie va permettre de développer un grand nombre d'usages, mais il faudra que cette technologie soit accessible dans toutes les régions. Et je sais qu'il y a des travaux aujourd'hui qui sont en cours. Il y a pas mal d'études qui sont menées au niveau des institutions qui sont en charge de ces secteurs d'activité-là. Donc, le point, il est pris par nos décideurs. En tout cas, j'espère qu'on prend le point, parce que des fois, quand on a nos rencontres Internet avec des personnes, quand ta connexion commence à boguer un peu, tu es là, tu commences à suer. On espère que ça va venir. Avec la 5G notamment, on espère que ça va... On a plein de questions sur la 5G, et puis on a évoqué la CAN, sur la CAN également. Mais du coup, sur cette partie, donc sur cette étude, avant d'entrer dans les détails de cette étude, je voudrais savoir du coup quels sont les bons élèves du continent, on va dire. Les bons élèves du continent, je ne peux pas trop me prononcer dessus. J'aurais dit la Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas me faire des exercices. Je dirais que tous les pays africains aujourd'hui sont vraiment engagés dans cette transformation. Ça veut dire quoi, engagé? C'est-à-dire qu'il y a tout le monde a un plan de développement digital? Exactement. Vous verrez que dans bon nombre de pays africains aujourd'hui, il y a des ministères dédiés au numérique. Et ces ministères ont lancé des chantiers d'élaboration de plans nationaux de transformation numérique. Donc, il y a cette réflexion-là qui est menée et des initiatives sont en cours. Donc, tout le monde est en train de poser les premières briques, ou je dirais la fondation qu'il faut pour pouvoir faire face à ces différents enjeux. Donc, mais chacun y va à son rythme. Et selon sa maturité et la maturité de ces différentes populations. Parce que lorsque l'informatique était à un moment donné vulgarisée, beaucoup de personnes n'ont pas perçu l'intérêt, l'importance. Donc certaines personnes ont continué à travailler avec des méthodes traditionnelles et tout cela. Sauf que là, la transformation numérique avec ces 4 technologies clés viennent changer un peu les paradigmes, les façons de faire. Donc pour pouvoir profiter pleinement, il faut non seulement se mettre à niveau, donc ceux qui ne suivaient pas les tendances ont besoin de rattraper très rapidement ce retard-là et ensuite se préparer à exploiter ces nouvelles technologies à venir. Donc, je pense que ce point, il est pris au niveau des différents pays africains. Super. Cool. Je crois qu'également ici, on parle d'études qui parlent d'études. Bon, dans la transformation digitale, elle est étroitement liée à l'utilisation des données, les data. Ici, on va parler de l'étude au fur et à mesure. Je sais qu'on va aborder différents sujets, ne serait-ce que la 5G, l'engagement climatique, la vidéo à la demande, le sport en direct, shopping social, différents sujets comme ça. Mais les data prises à travers ces différents sujets, une fois que les entreprises les récupèrent, comment est-ce qu'elles peuvent tirer parti de ces data justement? C'est-à-dire pour bien utiliser ces data en tant que telles. Tout dépend de la stratégie de l'entreprise, exactement. de sa vision. Okay. Je ne sais pas, peut-être si vous le permettez, je peux prendre un use case bien sûr. Pour pouvoir matérialiser tout cela. Déjà, pour bien expliquer en fait l'importance de la data pour une entreprise ou même pour les consommateurs, je vais essayer de prendre un use case. Okay. Prenons par exemple le cas de la bouteille de gaz. Si vous rentrez du travail et que votre bouteille de gaz est vide, si vous n'avez pas eu l'occasion de communiquer, par exemple, avec la personne qui vous fait à manger, la fille de ménage, c'est sûr que vous allez rentrer et la table ne sera pas dressée. Ça a du sens. Très bien. Et si éventuellement, elle ne vous fait pas de cette information, vous allez lui remettre de l'argent pour qu'elle puisse acheter une nouvelle bouteille de gaz. Mais en considérant que la bouteille de gaz coûte 2500 francs, la bonbonne, elle est lourde. Donc, il faut la transporter avec un véhicule pour aller la renouveler. Sachant qu'il y a différents revendeurs et il y a différentes entreprises qui proposent des bouteilles de gaz. Donc, il y en a de couleur rouge, orange, bleu, jaune, etc.
En considérant que votre bouteille de gaz est de couleur orange, lorsque vous allez remettre 2500 francs à, par exemple, la fille de ménage pour aller la renouveler, vous allez peut-être remettre 1000 francs pour le transport. Parce que si vous lui remettez 5000 francs, ça fait comme si le transport il est l'équivalent de la bouteille de gaz. Donc, en termes de coût, vous n'êtes pas très confortable. Si vous lui remettez 1000 francs, qu'elle va chez le premier revendeur, le premier distributeur, qu'il n'y a pas de bouteille orange, elle sera obligée de continuer. Et donc, le temps d'arriver chez un des distributeurs qui peut lui remettre cette bouteille de gaz dont elle a besoin, il est fort probable qu'elle n'ait plus de sous sur elle pour pouvoir faire le transport retour. Donc, vous êtes obligé de lui donner suffisamment de sous pour cela. Et lorsqu'elle va revenir, ça sera encore le même schéma. Elle va cuisiner peut-être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et si, au moment où la bouteille de gaz est terminée, n'est pas en contact avec vous, ça sera encore la même situation. On recommence. Imaginez une compagnie qui vend des bouteilles de gaz, qui vous met à disposition une application mobile, qui, à partir de cette application mobile, premièrement, vous permet de géolocaliser les distributeurs qui sont dans votre zone d'habitation. Donc déjà, à partir de cette application mobile, vous sauriez identifier, vous ne ferez plus du bouche à oreille pour savoir où est-ce que je peux avoir des bouteilles de gaz de telle marque. Vous allez géolocaliser les différents distributeurs. Imaginez encore un seul instant que, à partir de ce service de géolocalisation, lorsque vous avez identifié un distributeur, l'application mobile de ce fournisseur-là sait vous dire la disponibilité en termes de stock. Donc, vous verrez 5 distributeurs autour de votre maison. Celui qui est proche, par exemple, on sait vous dire il a 0 bouteille de disponible, mais celui qui est à 100 mètres un peu plus loin a au moins 5 bouteilles de disponible. Tout à fait. Ça fait que vous optimisez directement votre trajet. Ça, c'est la donnée déjà qui permet de le faire. Je comprends parfaitement. Lorsque vous serez chez ce dernier, vous allez poser la bouteille de gaz. Parce que ce qui se passe souvent, quand tu viens avec une bouteille orange, quand il n'y en a pas, le revendeur te dit, bon, c'est pas grave, prends la bouteille bleue. Tout à fait, tout à fait. Mais pour l'entreprise qui a la bouteille orange, dès l'instant où on te dit, toi, consommateur, prends la bouteille bleue, c'est une perte de part de marché. Donc, vous passer à un autre, en fait. Voilà. Du coup, si cette entreprise ne veut pas perdre ses parts de marché, en proposant une application mobile à son consommateur, qui sait géolocaliser les distributeurs et qui sait apprécier la disponibilité du stock pour pouvoir optimiser ses coûts en termes de déplacement, quand elle arrive chez ce dernier, on lui dit, voici, il y a la bouteille qui est disponible, on lui met à disposition cette bouteille. Mais en allant encore plus loin, la bouteille, lorsqu'elle est acquise, si derrière il y a un QR code ou un élément qui permet de l'identifier, à partir de l'application mobile, on sait que la bouteille est chez toi. Derrière, on sait analyser tes habitudes de consommation. À quelle fréquence tu vas justement? Exactement. Donc, si c'est chaque 3 semaines, la donnée permet de dire, Monsieur X change ses bouteilles de gaz chaque 3 semaines. Donc, derrière, les directions commerciales, marketing peuvent optimiser leur stratégie de communication pour le fidéliser. Donc, à 2 semaines déjà, on peut envoyer une notification pour dire, attention, la bouteille risque de s'épuiser. Tout à fait. Et on peut aller encore plus loin. On peut même, avec l'intelligence artificielle, demander au client, est-ce que vous souhaitez qu'on vous réserve une bouteille de gaz dans la zone? Exactement. Avec l'un de nos distributeurs. Dès qu'il valide, automatiquement, on a l'identifiant du client qui va chez le distributeur. On dit, telle bouteille est réservée. Et comme aujourd'hui, on a des services de livraison, pour ne pas citer de nom, pour ne pas faire de publicité, on peut aller plus loin en lui demandant, est-ce que vous voulez être livré au moment où vous en aurez besoin? Le gars dit oui. Derrière tout. Donc, vous voyez que la donnée aujourd'hui permet non seulement de comprendre une activité, de bien analyser les besoins des clients, des usagers, de leur proposer des services sur mesure qui leur apportent de la valeur ajoutée. Et derrière, ça permet aussi à l'entreprise d'optimiser son activité, d'améliorer ses process. Parce que, imaginez, toujours avec ce même scénario, lorsqu'on a bien géolocalisé les différents distributeurs, lorsqu'on a une bonne lecture de leur stock, derrière, l'entreprise peut savoir si elle fait
un découpage par zone. Yes, augmenter Quelle le est nombre la de bouteilles là, zone tout à fait, justement tout à fait. qui consomme le plus de tel type de produit, de sorte à bien gérer son stock et tout. Donc la donnée aujourd'hui, c'est le carburant en fait, de la transformation numérique. Exactement. Et voilà. Mais enfin, je pense qu'on pouvait pas avoir de meilleur use C'est un case. buzz. Mais oui, C'est-à-dire que je ça pense peut justement à ma s'appliquer. bouteille de gaz qui est vide en ce moment, que je dois soulever pour aller au niveau de la boutique, mais c'est Tu vrai vas que faire c'est ton très sport. important. Eh oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que enfin, ce use case, on arrive facilement à se projeter dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire qu'on voit exactement, quel que soit le secteur des gens qui nous écoutent, je pense qu'ils voient effectivement, si j'avais une stratégie de données, l'impact, la visibilité que j'aurais en termes de connaissances clients, en termes de prévision, en termes d'analyse. Et c'est vrai que très souvent dans les films, on a cette caricature du boss qui est devant ses écrans avec tous ses chiffres et tout ça. Mais en fait, c'est vers là qu'on... C'est au jour le jour. C'est non les données seulement au qu'on jour va, le mais jour, qu'on en fait. doit aller pour... Effectivement, ce use se case, développer. il peut s'appliquer dans le secteur que je viens de donner, dans le secteur de l'eau et de l'électricité, dans le secteur de la santé. Prenez un exemple simple. Imagine tu es foudroyé par un palu. Je dirais même la dengue, parce qu'actuellement, on a cette épidémie. C'est tout à fait. Ben, quand tu vas aller faire ta consultation, c'est toi le patient qui va faire la consultation. Quelqu'un ne peut pas aller faire la consultation à ta place. Ça, c'est sûr. Donc, tu ne te sens pas bien. Tu as une fièvre qui est violente. Tu vas faire ta consultation. Le médecin finit, il te dresse ton ordonnance qu'il mettra sur un bon si tu as assuré. Mais quand tu as assuré, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir et puis trouver une Tout à pharmacie fait. qui est conventionnée pour Par, pouvoir justement. déposer ton bon et avoir les médicaments pour aller te soigner. Le bon, il est généralement sur papier, en format papier. Ouais. Mais quand tu vas dans une pharmacie, l'une des difficultés que les consommateurs rencontrent, c'est quoi? Quand on t'a prescrit 4 médicaments, il suffit qu'un médicament manque dans une pharmacie qu'on te dit tu ne pourras pas utiliser le bon. Si tu l'utilises, le dernier médicament, tu vas l'acheter à tes propres frais. Tout à fait. Tout à Donc tu es obligé d'aller dans une autre pharmacie Pour aller et chercher laisser ces tout. 4 médicaments. Et donc c'est un peu les mêmes types de points de douleur qu'on rencontre avec la Tout à bouteille fait. de gaz. Alors que derrière, si la donnée est bien structurée, bien définie et que derrière les différents acteurs clés, qu'il s'agisse du médecin, de la pharmacie, de la clinique, ont mis en place ce système informatisé, digitalisé, ça fera que par exemple ton ordonnance peut être numérisée. Quand tu sors de la clinique, tu peux géolocaliser des Directement, pharmacies où est-ce qu'il y en a? qui sont, voilà, justement, voir la disponibilité par rapport à ce qui t'a été prescrit, optimiser ton trajet, aller rapidement. Donc, il y a tellement de cas de figure. Au fait, ce sont des exemples simples de la vie de tous les jours Exactement. que les compagnies, justement, miseraient ou devraient miser, justement, pour récupérer toutes ces données que, comme je disais, moi, je dois aller chercher ma bouteille de gaz, par exemple, mais c'est vraiment... Le consommateur ne va pas forcément y penser. Il va voir ce challenge qui est à chaque fois récurrent avec ces étapes-là, que ce soit les médicaments, que ce soit la bouteille. Et c'est à la compagnie, justement. Donc, je vois ici, en effet, ces bonnes techniques. C'est vraiment de pousser sur les datas, sur les données, justement, à récupérer par rapport à ces différentes activités-là. Du coup, on a parlé tout au long de ce début de conversation de la 5G. Oui. Et c'est également avec ce thème-là que vous démarrez on va dire dans le résumé de l'étude. Oui. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, je crois qu'il y a un extrait de cette étude qui est disponible pour le grand public. Effectivement, C'est sur ça. le site de Deloitte Côte d'Ivoire. Voilà, On donc partage. voilà, on en N'hésitez pas, profite, n'hésitez pas, voilà, sur le site de Deloitte. On mettra le lien. Deloitte, partenaire de la première heure du digital, mais également d'Adicom. Depuis le début, d'ailleurs, on en profite pour remercier monsieur Marc Wabi qui a encouragé vivement cet échange. Donc, pour revenir sur la 5G, concrètement, quel avantage pour les populations, concrètement? Ok, alors pour les populations, la 5G permettra de numériser un grand nombre de services. Un grand nombre de services en ce sens où la 5G vient avec une connectivité beaucoup plus grande. D'accord. Donc les temps de latence sont beaucoup moindres comparés aux technologies précédentes.
La 5G permet également de connecter beaucoup plus d'équipements au réseau sans qu'il y ait de perturbations dans l'exploitation des différents services numériques. Donc avec la 5G, le champ des possibles en termes de digitalisation d'un certain nombre de services est beaucoup plus grand. Aujourd'hui, avec la 5G, on pourra aisément faire de la télémédecine, donc la médecine à distance, les opérations à distance. Parce que si vous regardez souvent dans certains extraits vidéo où l'on partage des use cases en matière de télémédecine, vous verrez qu'il y a des cas de figure où les gens font des opérations à distance. Tout à fait. Donc, il y a la caméra qui est sur le patient et il y a le chirurgien en chef qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde, mais qui, à partir des données que la caméra ramène sur son écran, sait opérer des actions. Il ne faut pas que la caméra bug. Ouais, ça, c'est pas mon meeting, là. C'est-à-dire, c'est vraiment, il est important d'avoir des données à ce moment-là. Justement. Donc, imaginez qu'il y ait une faible connexion. Donc, peut-être 2, 3 ou 5 secondes de latence, 10 secondes de latence. Au moment où il s'apprête à sectionner un élément et que c'est interrompu, vous voyez le risque qu'il y a. Donc la 5G vient avec une technologie qui réduit considérablement le temps de latence, ce qui fait que ça facilite ce genre d'activité-là. En termes d'éducation également, la 5G permettra de couvrir une zone beaucoup plus large en termes de couverture. Ça permettra aux populations défavorisées de pouvoir accéder à des formations de qualité supérieure. On va revenir 15, 20, 30 ans en arrière. Tout à fait. Les élites, les cadres des différents pays africains étaient ceux qui avaient la possibilité d'aller à l'extérieur pour faire d'autres types d'études, etc. Aujourd'hui, avec le numérique, avec les différents formats qui existent en termes de e-learning et autres, des MOOC, aujourd'hui, la 5G permettra à une personne qui n'a pas peut-être tous les moyens, donc une personne défavorisée qui se retrouve dans une zone éloignée, de pouvoir accéder à ces formations, à ces cours de qualité-là, de sorte à développer des compétences et pouvoir se challenger sur le marché de l'emploi. Donc rien que ça, secteur de la santé, secteur de l'éducation, la 5G propose des solutions, enfin vient avec des possibilités qui vont apporter de la valeur aux utilisateurs. Mais parallèlement, à côté de tout cela, dans nos habitudes de consommation, dans ce qu'on fait au quotidien, dans ce que certaines entreprises qui aujourd'hui sont devenues, enfin se positionnent comme des entreprises numériques, ces dernières pourront proposer encore des services à valeur beaucoup plus ajoutée aux usagers ou à leurs clients, parce que la 5G va venir débloquer encore certains freins qui persistent aujourd'hui. Je vois, c'est vraiment... On va vraiment aller plus loin encore. Et peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui se bloquent en se disant, ouais, mais bon, avec la connexion, la connectivité que j'ai, mon service ne sera pas assez pertinent. Mais là, la 5G va permettre aussi aux entrepreneurs d'avoir... des idées, enfin d'être peut-être plus ambitieux. Exactement. Voilà. Et là, par exemple, aujourd'hui, ça fait quoi? Je dirais quelques mois, tout le monde parle de la dernière technologie qui vient driver la transformation digitale, l'intelligence artificielle. Bien sûr. Mais la 5G aujourd'hui va permettre d'exploiter le plein potentiel justement de cette intelligence artificielle-là. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas connecté par exemple à Internet, directement à Internet. Et sachant qu'Internet a une grande quantité de données, d'informations, aujourd'hui avec une bonne connexion, une bonne connectivité, les outils ou les logiciels que nous développons, dans lesquels nous intégrons quelques solutions d'intelligence artificielle ou des modules de ChatGPT, pourront aisément consommer une grande quantité de données à partir de cette connectivité-là et puis proposer des solutions en temps réel. Surtout ça, le temps réel, en temps réel aux différents usagers. Donc, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui qui sont offertes grâce à la 5G. Maintenant, tout dépend des différents cas d'usage. Parce que c'est ce que certaines personnes occultent. La transformation numérique, oui, c'est la technologie, mais c'est la capacité à utiliser cette technologie-là pour traiter un certain nombre de cas d'usage. C'est ce qui va vous permettre de profiter aisément des possibilités qui sont faites. Et sur la 5G, là, vous avez été très pratique et vraiment merci parce que ça permet vraiment pour les gens de comprendre. Tout à fait. Moi, je voulais revenir sur quelques éléments que j'ai vus dans les études. Déjà,
la contribution économique va être énorme, puisqu'on parle juste avec ce changement technologique de plusieurs dizaines de milliards en fait de dollars de contribution économique d'ici 2030 sur le continent. Je voudrais aussi que les gens qui nous écoutent sachent qu'il y a déjà des pays qui ont lancé la 5G, puisque vous aviez cité, c'était qui? Les autos. Il y a le Togo, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'île Maurice, le Kenya, il y a l'Éthiopie, le Nigeria, pour ne citer que ceux-là. Exactement. Il y a certains pays qui sont déjà lancés sur ces différents chantiers. Et donc, des informations que j'ai reçues, on attend de vérifier. La Côte d'Ivoire, à la faveur de la CAN, lancera la 5G en janvier. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est possible, la technologie existe. Certains pays l'ont lancé et je pense que nous également, nous allons... Mais c'est important comme on le disait tout à l'heure, par notre culture numérique, de savoir qu'est-ce que ça va changer pour nous. Donc, c'est très important le travail que vous faites de sensibilisation. Par contre, on a vu que on a beau dire, les Africains sont un peu sceptiques, puisque un Africain sur deux ne croit pas que la 5G arrivera dans son pays avant 2024. Donc bon, on espère qu'ils auront tort. Oui, on espère qu'ils auront tort. Et puis après, je me dis, il faut faire confiance en nos autorités. Aujourd'hui, les Africains sont souvent sceptiques parce que peut-être qu'on ne communique pas suffisamment avec eux sur les projets structurants majeurs que nous sommes en train de déployer. On peut peut-être faire une communication rapide pour dire, voilà, tel chantier a été lancé, mais est-ce que durant toute la phase d'exécution de ce projet-là, on partage avec les populations, avec les parties prenantes, ce qui est en train d'être fait, l'état d'avancement? Je me dis à ce niveau-là, peut-être c'est un effort que l'on devrait faire. Communiquer davantage. Mais d'ailleurs, s'il y a des autorités qui nous écoutent, bienvenue dans le podcast. Tout à fait, à venir échanger sur le sujet. Pour échanger, mais je pense qu'aussi historiquement, sur les gros projets, il y a souvent eu de gros retards. On se souvient de la télévision numérique qui a été annoncée pendant plusieurs années avant d'arriver. Donc, je pense qu'effectivement, moi, je suis un afro-optimiste, il faut être optimiste. Maintenant, le scepticisme vient peut-être, je pense, plus du timing. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a la conviction qu'on est capable de faire des choses, mais peut-être les dates données ne correspondent pas toujours pour plusieurs raisons. Oui, il peut y avoir différentes raisons. Peut-être que par le passé, on a connu des retards dans le déploiement de certaines technologies. Il faut dire que le pilotage d'un projet IT ou un projet TMT, je dirais, nécessite d'avoir un certain nombre de connaissances, de compétences pour pouvoir le faire et pour pouvoir les mener à bien. Donc peut-être que dans les années antérieures, nous ne disposions pas des méthodologies de travail, ni des connaissances, ni des compétences, ni des ingénieurs. Mais l'expérience de ces projets antérieurs, je pense, ont permis aux entreprises ou aux différents organismes qui pilotent ce genre de projet-là d'affiner leur méthode de travail, de se renforcer en termes d'effectifs, de compétences. Et donc, je me dis, on peut faire l'effort d'être optimiste parce que les façons de faire ont évolué et nous avons les connaissances, nous avons les compétences en Afrique également pour piloter ce genre de projet-là, en plus des partenariats. Si on pourrait dire, on pourrait dire du 3G, 4G, LTE, 5G, normalement, on devrait être à même de pouvoir justement avoir plus de connaissances, plus de compétences, ça serait plus facile de pouvoir aller vers la 5G. Effectivement, et en capitalisant sur l'expérience antérieure. Tout à fait. Ok, excellent. Yola, je sais que toi, c'est la partie vidéo qui t'a interpellé dans l'étude. Oui, bien sûr, au niveau de cette partie vidéo à la demande. Oui. Donc, on voit dans l'étude que vraiment, on est de plus en plus réceptif à ces vidéos à la demande, AVOD, qu'on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça, dans le sens où... Alors, oui, effectivement, il y a la VOD et il y a la VOD. Ok. Donc, la VOD, c'est la vidéo à la demande avec de la publicité. Ok. Oui, ça. Advertising. Et du coup, aujourd'hui, les gens utilisent déjà la VOD, donc à travers Netflix et d'autres éléments. Et de nos tendances, lorsque nous avons sondé un grand nombre d'utilisateurs,
L'idée, c'était de savoir s'ils étaient favorables à consommer de la vidéo à la demande, moyennant quelques petites séquences vidéo. lui, il n'est pas pour. Justement, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, pour pouvoir bénéficier d'un service de vidéo à la demande tel que Netflix et autres, il y a un abonnement. Il y a un abonnement. Et ces entreprises-là, derrière, ont essayé d'identifier un modèle économique pour pouvoir rentabiliser, capitaliser sur les différents investissements qui ont été faits. Et la population, le nombre d'utilisateurs a commencé à croître. Et on délaisse un peu plus les canaux traditionnels. Je ne dis pas qu'on ne regarde plus la télé, mais les gens sont beaucoup plus portés à regarder du contenu, de la VOD sur leur smartphone. C'est beaucoup plus facile. C'est quand on retourne même sur la télé, on se rend compte que les publicités existaient. J'avais complètement oublié ça. Entre-temps, il ne faut pas détruire également ce modèle économique. Il y a un besoin. Il est clair. Donc, les tendances ont été effectuées, les études, ont été menées pour chercher à savoir si les consommateurs seraient favorables à accepter qu'on intègre de la publicité dans ces vidéos à la demande, moyennant, des services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir un compte Netflix pour soi, mais qui est utilisé par 3, 4, 5, 6 personnes. Oui, bien sûr. J'aime bien comment on diminue la voix pour le dire. C'est vraiment ça. Et lorsque nous avons mené nos sondages, justement, ceux qui n'étaient pas favorables à utiliser, à consommer de la publicité, c'est ceux qui squattaient souvent les comptes. Voilà, il est clair. Alors quelqu'un qui se prend, il va dire je vais justement utiliser un compte Netflix ou quoi que ce soit, je paye pour ça. Généralement, il n'aurait pas de souci. Voilà. Celui qui paye pour bénéficier du service, si on lui dit par exemple, habituellement tu payes 5 € pour ta VOD, mais aujourd'hui, nous sommes disposés à te proposer un service AVOD pour 2 € ou 3 €, ça sera juste 5 secondes ou 10 secondes. Est-ce que tu es favorable à cela? Pour si c'est vraiment 5 secondes, je dirais oui. Voilà. Donc, pour celui qui a l'habitude de payer, si derrière, il y a une réduction du coût, bien évidemment, il serait favorable à cela. Bien sûr. Sachant qu'aujourd'hui, on est souvent amené à souscrire, à s'abonner à différentes plateformes parce qu'il y a certains contenus qui existent sur une plateforme qui n'existent pas sur l'autre. Quand on regarde par exemple Disney Plus et Netflix justement. Exactement. Ou par exemple les émissions liées au sport et tout ça. Tout à fait. Donc on se retrouve souvent avec 5 comptes différents. Mais à la fin du mois, lorsque tu fais le calcul pour ces 5 comptes-là, tu te retrouves à payer beaucoup. Et donc derrière, si on te dit, finalement, on va revoir le coût à la baisse de peut-être 40, 50, 60%, mais à côté de cela, permet-nous, autorise-nous de faire de la publicité pour nos annonceurs et tout, parce que la publicité également, ça rapporte une manque financière. Donc derrière, c'est un peu cette petite étude-là que nous avons menée pour chercher à savoir si les populations aujourd'hui étaient favorables à consommer ce type de vidéos-là ou pas. Et de l'étude que nous avons menée, 2 tiers des consommateurs des différents pays n'avaient pas de problème à consommer ce type de AVOD si éventuellement... Et pourquoi vous avez posé cette question? C'était pourquoi vous avez cherché à avoir cette information? C'était pour vraiment avoir des dates. Vous saviez que la vidéo, c'était la grande tendance, et vous vouliez savoir comment les gens sont prêts à consommer la vidéo? C'était ça le but? Alors, nous sommes dans un marché de consommation et nous voyons aussi que le numérique est en train de changer nos habitudes de consommation. Pour être honnête avec vous, ça va faire 3 mois que je ne me suis pas arrêté devant la télé pour regarder. Tout à fait. Même l'actualité, je la regarde à partir de mon smartphone, des comptes. Par exemple, TikTok, lorsque je vais suivre l'actualité, je suis abonné aux chaînes. Voilà, donc, les habitudes de consommation sont en train de changer et ça impacte les différents modèles économiques qui existent. Donc, ce genre de tendance, ce genre d'études, nous les menons pour voir comment est-ce que pour un secteur donné, pour une activité donnée, pour un business donné, comment les choses vont évoluer. Donc, si on se dit que 70% des consommateurs de canaux traditionnels aujourd'hui sont en train de délaisser ces canaux-là pour utiliser de la VOD, que va devenir ces entreprises qui ont bâti tout leur modèle économique sur ces canaux-là? Est-ce qu'elles doivent
penser leur mutation et basculer sur ces nouveaux canaux, à savoir le numérique, les smartphones, ces nouvelles plateformes qui existent, donc Netflix et compagnie. Donc, si éventuellement ces entreprises devraient migrer sur ces différentes plateformes, quelle sera l'incidence, l'impact pour le consommateur ou pour ces propriétaires de ces plateformes? Donc, c'est dans ce sens que nous avons mené cette étude auprès des consommateurs eux-mêmes pour chercher à savoir s'ils seraient enclins, ils seraient à l'aise à continuer à visualiser ces contenus-là, si éventuellement le coût est revu à la baisse ou si le temps de passage, le temps de publicité est raccourci ou allongé. Derrière, on s'est fait également des recommandations à ces propriétaires de plateformes pour dire, écoutez, votre business, il est florissant, vos consommateurs aujourd'hui sont très à l'aise avec, mais il y a une niche qui se présente, il y a des annonceurs qui pourraient également avoir recours à vos services parce que voici, ils ont besoin d'avoir de la visibilité et vos consommateurs sont confortables avec, ou X% de vos consommateurs seraient favorables à cela. Et derrière, bien évidemment, selon les stratégies de développement commercial, de transformation digitale et autres qui seront opérées, ils sauront identifier un certain nombre d'actions ou initiatives pour accompagner vers cette transition-là. Mais d'ailleurs, on voit que en Afrique, de ce que j'ai compris de l'étude, Disney+ et Netflix, qui pour le coup sont certainement des entreprises très au fait des analyses et des datas, des prédictions comme les vôtres, ont justement mis en place des offres AVOD. C'est-à-dire, en gros, c'est gratuit, mais tu regardes des publicités. C'est-à-dire qu'elles sont capables, en fait, ces entreprises, de s'adapter très rapidement aux usages, à ce que dit un marché, quoi. En fait, c'est ça le modèle à suivre. C'est de se servir de vos études pour adapter son offre, adapter son modèle économique. Utiliser les data. Effectivement, et c'est aussi la raison pour laquelle nous, Deloitte Côte d'Ivoire, nous partageons ce genre d'études-là avec nos partenaires, avec les entreprises ivoiriennes et africaines. Parce que ceux qui aujourd'hui arrivent à maintenir leur part de marché ou à maintenir leur business, leur activité, ce sont ceux-là qui ont eu l'idée de lire les tendances à venir et de s'adapter. Aujourd'hui, si Kodak a disparu au profit on le prend souvent en exemple, tout à fait. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas pris au mot, ils n'ont pas pris en compte les mutations à venir. Donc, il est important de faire cette veille-là. Et nous, côté Deloitte, c'est un peu ça notre rôle. On fait cette veille, on partage ces tendances aux différentes entreprises qui aujourd'hui sont soucieuses de l'évolution de leur activité, de la rentabilité de leurs investissements ou de la sécurisation de leurs différentes parts de marché. Et ne pas faire d'erreur même, je dirais, dans le sens où, quand on a commencé, est-ce que je suis d'accord? On a posé la question, est-ce que je suis d'accord avec avoir des publicités? De vivant, on va dire non, mais c'est des données qui vont permettre de savoir, et justement, est-ce que tout le monde est comme moi? Ou est-ce que justement, il y a des personnes qui seront présentes pour dire, non, il n'y a pas de souci, si c'est moins cher, il n'y a pas de problème, je vais payer et il y aura des publicités, donc sans problème pour accepter. Exactement. Mais je crois également qu'au niveau de ces données, il y a également le sport en direct. Ah oui, qui dit vidéo, dit streaming. Exactement. Donc au niveau de ces vidéos en direct, on regarde de plus en plus les matchs, que ce soit dans différents sports. Je parle de foot parce qu'il y a la CAN qui arrive bientôt, mais du baseball, que ce soit le football américain, lors de différentes compétitions. On passe maintenant en streaming. On regarde de moins en moins sur les chaînes qui sont prévues pour ça et on passe en streaming. Effectivement. Aujourd'hui, pour regarder un match de Champions League où je prendrai n'importe quelle compétition, souvent il faut se mettre devant la télé. Tout à fait. Alors que nos habitudes aujourd'hui ont changé. Moi, j'ai des collègues qui, lorsqu'il y a un match, ils se dépêchent de descendre, de rentrer pour aller regarder, où ils vont essayer d'identifier soit un restaurant, un café, l'ambiance. Mais aujourd'hui, si tu as la possibilité de le suivre, de suivre ton match à partir d'une plateforme de streaming, tu verras qu'il y a un certain nombre de contraintes que tu pourras lever. Donc, ces plateformes de streaming se sont rendues compte que ce type de contenu était prisé par un grand nombre de consommateurs. Donc, derrière, il serait opportun pour elles, justement, si elles arrivent à acquérir ces droits de diffusion-là, d'emmener ces consommateurs-là sur leurs différentes plateformes de streaming. Parce que c'est un besoin qui existe.
et pour lequel elle pourrait apporter des solutions. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons mené cette étude-là pour chercher à savoir si la prochaine arène de ces plateformes de streaming ne serait pas les sports. Parce que aujourd'hui, on va beau le dire, qu'il s'agisse du basket, qu'il s'agisse du football, qu'il s'agisse des Formule 1, du tennis. Tout à fait. Il y a une grande communauté derrière, il y a un grand marché autour de ces différents sports, donc des contenus qui sont produits selon ces... Par rapport à ce marché. Par rapport à cela. C'est dans ce sens. Et du coup, pour la CAN, est-ce que les acteurs, on va dire, médias et autres, pour vous, ont bien saisi les enjeux et vont vraiment saisir, sont déjà en passe de saisir les opportunités? Alors... Pas que les acteurs africains d'ailleurs, parce que finalement, il y a tous les acteurs qui s'intéressent finalement à cette opportunité. Effectivement, il y a certains qui se sont déjà engagés dedans, pour ne pas citer de nom, pour ne pas faire de publicité. Il y a certains qui ont compris l'impératif, qui se sont engagés. Et je pense que les autres également ont dû percevoir cela et je l'espère, sont en train de se préparer pour ne pas rater ce tournant-là. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, des initiatives également. Parfait. Ok, super. Et je vois qu'il y a, quand vous dites, plusieurs plateformes de streaming sportif en Afrique, c'est-à-dire que surtout dans le monde anglophone, dans l'Afrique anglophone, il y a déjà, ils ont quoi, des années d'avance finalement, parce qu'en fait, ils ont déjà des plateformes de streaming dédiées au sport. Oui, ils ont des c'est-à-dire qu'ils ont déjà été sur l'usage, ils savent que le sport est une passion, enfin tout est en place. Oui, en fait, ils ont compris les besoins des utilisateurs. Ils se sont préparés, ils se sont équipés de sorte à fournir des services qui viennent satisfaire ces besoins-là. C'est pas dire qu'ils ont une très grande longueur d'avance par rapport aux autres, mais ils ont pris le point avant les autres. Yes. Et bien évidemment, ceux qui sont en retard ou qui n'ont pas encore mené d'initiative dans ce sens peuvent très rapidement s'aligner. Mais après, il ne suffit pas de proposer une plateforme de streaming parce que le consommateur final aujourd'hui sera regardant sur ce qu'on va appeler la qualité de vie. Donc c'est la qualité du service qui est fourni. Si ta plateforme de streaming propose aujourd'hui du contenu avec peut-être très peu de AVOD et plus de VOD et qu'il n'y a pas trop d'interruptions, ben c'est clair que tu vas drainer un plus grand nombre de consommateurs que ceux qui proposent d'autres types de AVOD. Si ta plateforme de streaming propose du contenu avec une très bonne résolution, au-delà de la connectivité du consommateur, ils savent s'adapter pour proposer une très bonne résolution. C'est clair que les gens iront plus vers ta plateforme. Donc tout dépend des services ou de la proposition de valeur qui est offerte, qui est adressée aux consommateurs. Lorsque la plateforme m'ouvre différentes fenêtres justement pour me proposer des paris sportifs, au lieu de me proposer mon match, il y a également... Par exemple. Au lieu de... Mais est-ce que tu as payé? Non, c'est ça, il n'y a pas de voilà, tu peux regarder... Par contre, si cette plateforme-là, à côté, t'ouvre une fenêtre pour te montrer les statistiques des différents sportifs et autres, pour te dire... Oui, là, ça devient plus intéressant. Ça devient intéressant. Donc, tout dépend des services à valeur. Il est clair. On voulait finir ce super échange en te laissant également bien expliquer l'offre d'accompagnement digital que propose Deloitte aux structures. Mais avant ça, je sais qu'il y avait également un autre point dans l'étude qui tenait à cœur au monsieur Yola. Donc peut-être... Le climat. Le climat. L'engagement climatique. Donc les leaders de la technologie agissent pour le climat maintenant. Donc monsieur est un fan. Il faut protéger la planète. Voilà. La communauté, c'est très important. Il faut protéger la planète. Merci. Et donc ici, au niveau de cette donnée, qu'est-ce qu'on récolte dans ce domaine-là en tant que tel? Parce qu'il faut dire que vous avez choisi 5-6 axes forts et l'engagement climatique en fait partie. Oui. Vous avez fait ce lien avec la technologie et je pense qu'effectivement, c'est la bonne plateforme pour expliquer à quel point l'Afrique est concernée par ce défi. D'accord. Alors aujourd'hui, il faut dire que la question du climat, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Bien sûr.
tout le monde, peu importe le continent sur lequel nous nous trouvons, le secteur d'activité dans lequel nous opérons et autres. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, enfin dans l'étude, nous avons montré que les leaders de la technologie étaient beaucoup engagés dans tout ce qui était initiative pour la protection de la planète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le numérique, nos différentes technologies consomment beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, si vous devez utiliser l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de calculateurs, d'ordinateurs qui sont connectés dans du cloud, qui vont consommer de l'électricité, qui vont générer de la chaleur et tout cela. Donc, il faut dire que la technologie pourrait avoir une certaine incidence sur le réchauffement climatique. Et justement, comme c'est une question qui concerne l'humanité, qui concerne tout le monde, les différents leaders en matière de technologie ont pris le point et posent des actions, des initiatives pour soutenir justement les différents efforts qui sont faits pour lutter contre ce réchauffement climatique-là. Et c'est ce que nous avons justement voulu faire ressortir dans cette étude et interpeller aussi les autres leaders, peu importe les secteurs d'activité, parce que ces leaders-là, quelqu'un qui est dans la grande distribution ou peut-être qui vend du textile, des vêtements, va pour améliorer son excellence opérationnelle et autres, utiliser forcément le numérique. La technologie. Donc, autant on essaie de fédérer tous les acteurs afin que, en tant qu'un même homme, on puisse mener des actions pour sauver la planète. Différentes actions, justement, quand je vois ici investir dans les technologies propres et durables. Exactement. On a promouvoir des pratiques durables dans toute l'industrie technologique, collaborer avec d'autres entreprises et gouvernements pour atteindre des objectifs climatiques. Donc, c'est vraiment différentes actions posées de la sorte pour pouvoir justement sauver notre planète. Exactement. Et comme les leaders de la technologie aujourd'hui sont en front et que tout le monde utilise la technologie, ça serait plus intéressant qu'ils montrent l'exemple. Ils n'ont pas le choix en plus parce qu'ils gaspillent beaucoup ou ils agissent beaucoup sur la planète sans vouloir taper des doigts. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai vu que Meta a son programme, LinkedIn aussi a un programme en lien avec les sujets d'environnement. Deloitte également a un programme pardon, nous avons fait le Planting Day l'année passée où nous avons planté un certain nombre d'arbres dans une localité en Côte d'Ivoire et je pense que cette année également nous allons lancer ce même exercice. Parfait. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice. Parfait. Génial. Chaque action compte. Tout à fait. C'est vrai que j'avais promis qu'après ce serait la fin, mais il y a tellement de choses. De sujets, justement. Et je pense que les gens nous en voudront si on ne parle pas du e-commerce. Yes. Parce que c'est quand même quelque chose qui a révolutionné. Moi, je me souviens encore, c'est vrai que on dit que ça existe depuis longtemps finalement parce que les gens ils vendent par Facebook. Mais moi, je me souviens très bien qu'à peine en 2016, en Côte d'Ivoire, quand les gens disaient « Ah, tu vas commander une pizza », il y avait toujours des gens qui disaient « Mais moi, j'aime pas, je sais pas qui a préparé, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. » Manger à l'extérieur, tout ça. Voilà, il y avait ce côté-là. Et aujourd'hui, maintenant, on a les services de livraison qui se battent, tout le monde commande. Il y en a qui ne mangent même plus à la maison, en fait. Oui, voilà, c'est devenu très vite. Et donc voilà, bon, là, je parle de la restauration, mais de manière générale, vous avez un terme, le shopping social. Qui est la nouvelle tendance, on va dire, en termes d'e-commerce. Est-ce qu'on peut expliquer cette tendance pour que les gens se préparent? D'accord. Alors, le shopping social, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les gens, au-delà des plateformes de e-commerce classiques que nous connaissons, les gens font des achats à partir des réseaux sociaux. Exactement. Et comment est-ce que cela se présente? Aujourd'hui, vous verrez, on a beaucoup d'influenceurs qui, lorsqu'ils font des vidéos, des podcasts, pour ne pas citer de nom, mais peut-être avec des trucs tapoter, liker. Souvent, mettez les cœurs. Souvent, ils font des placements de produits. Tout à fait. Souvent, ils font des placements de produits pour mettre en avant un certain nombre de marques et tout. Et selon que vous ayez dans votre viseur un influenceur, un leader d'opinion, souvent, vous avez tendance à vous identifier à cette personne-là. Et donc, les marques, souvent, utilisent ces acteurs-là pour présenter un certain nombre de produits. Donc, moi, j'apprécie Monsieur X qui est en train de
partager un contenu sur quelque chose qui a de la valeur ajoutée pour moi, mais je me rends compte qu'il a porté par exemple une chaussure de telle marque et je vois que la chaussure est belle avec lui. Derrière, avec le shopping social, on peut créer des liens qui permettent d'accéder à la plateforme parce que vous verrez, certains diront j'ai été habillé par tel artiste, j'ai été coiffé par telle personne, on dirige vers cette personne-là. Donc c'est un peu ça le principe du shopping social. Donc aujourd'hui, le numérique fait que nos habitudes de consommation, nos habitudes d'interaction, de communication font que nous n'avons souvent pas le temps de nous déplacer, d'aller faire les boutiques et autres. Mais vu que les interactions sont beaucoup plus intenses grâce aux réseaux sociaux, on sait apprécier un produit lorsqu'il est soit consommé ou porté par une personne avec qui nous sommes... Un influenceur, on dirait ici, ou une personne avec qui nous sommes en interaction. Et comme le numérique permet de mettre en relation, que ce soit l'influenceur, le follower ou le revendeur, ça facilite l'entrée en relation. Vous verrez par exemple, lorsque c'est... Kanye West qui s'appelle, avait lancé ses baskets, ses chaussures. Justement, il a utilisé les réseaux sociaux. Et comme c'est un influenceur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers, à travers ses interactions, son contenu, la marque Adidas derrière a pu écouler un grand nombre de ses produits. Lorsqu'il a eu ses démêlés avec cette marque, justement, on a pu constater que les ventes étaient plus ou moins en chute libre parce que sa communauté le soutenait. Les mêmes réseaux sociaux encore ont aidé. Exactement. Donc aujourd'hui, on ne fait plus du shopping comme on le faisait par le passé où tu te dis, bon, ce samedi de 9h à 15h, je vais aller au Black ou à 13 pour fouiller. J'ai un de mes gars là-bas qui vend des jeans et tout. Non. Il y a des personnes qui ont créé des marketplaces sur les réseaux sociaux qui savent mettre à travers leur contenu en avant les différents produits et les qualités de ces produits-là. Et derrière, ça sait inciter, ça sait influencer certains choix. Et la façon de commercialiser aujourd'hui a changé. En 2023, les ventes via les réseaux sociaux, c'est 1000 milliards, pas 1 milliard, 1000 milliards de dollars américains. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Je pense que vraiment, allez voir parce que bon, il y a encore plein de choses. Il y a des choses sur la réalité virtuelle. Enfin, il y a tellement de sujets. Je pense qu'on pourrait en parler des heures vu la générosité. On va mettre le lien en bas, de toute façon les gens pourront. Voilà, de Léonce. On va peut-être plus essayer de s'adresser aussi un peu peut-être à un public B2B qui nous écoute pour conclure. Parce que finalement, quand on dit « est-ce que mon entreprise a fait sa mue digitale ?» On en a parlé au début quand même, mais juste comprendre comment ça se passe quand on veut se faire accompagner, par exemple par un cabinet comme Deloitte dans sa transformation digitale. Ok, alors nous à Deloitte, généralement, lorsqu'une entreprise manifeste le besoin de se faire accompagner, nous commençons dans un premier temps par un audit, un diagnostic de sa maturité digitale. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Où est-ce que vous en êtes? Sur la base de ce diagnostic, nous élaborons également avec cette entreprise-là son plan de transformation digitale qui commence par la définition d'une vision, une ambition. Pourquoi est-ce que vous voulez vous digitaliser? Pourquoi est-ce que vous voulez industrialiser l'usage des solutions numériques dans votre entreprise? Sur quelle période? Quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme? Donc, on fait cet exercice-là de définir la stratégie en identifiant la vision, les objectifs spécifiques et partant de là, on identifie les axes stratégiques sur lesquels on doit mener cette transformation digitale-là. Donc, on a votre vision, on a votre ambition, on sait sur quel axe est-ce qu'on doit travailler parce qu'on a derrière fait votre diagnostic de maturité digitale, que ce soit au niveau de vos collaborateurs, au niveau de vos processus métiers, de votre activité business, au niveau de votre IT et tout. Quand on a fini cela, on élabore après une roadmap, donc une liste de projets ou d'initiatives qui viendront soutenir l'ambition qui a été définie. Et cette liste de projets ou d'initiatives, nous allons après l'ordonnancer de sorte à définir ce qui est prioritaire. Parce que tu peux te retrouver avec 5, 10, 15 ou 20 projets exécutés. Mais est-ce que tu dois exécuter ces 20 projets-là en même temps?
Il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres au regard de la vision de l'objectif qui est défini. Donc, on fait cette priorisation et derrière, pour chacun de ces différents projets, qui peuvent adresser soit la partie capital humain, donc s'il faille faire monter en compétence ses collaborateurs, s'il faut définir de nouvelles méthodes de travail, s'il faut accompagner pour redéfinir la façon dont le top management devrait piloter les différentes activités, donc le mode managérial et tout, on identifie tout cela. Au niveau business, il faille piloter l'activité par la donnée, s'il faut équiper les clients d'une application mobile, quelle est la proposition de valeur de cette application mobile, quelles sont les petites actions comme ça. Exactement. On identifie tout cela, on prépare les fiches projets et si le client il souhaite que Deloitte l'accompagne dans la mise en œuvre, en ce moment on fait ce qu'on appelle les missions de AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on les accompagne pour mettre cela en œuvre, pour s'assurer que ça respecte les différents cahiers des charges et que c'est en phase avec la vision, la stratégie qui a été définie. Juste pour revenir un peu, c'est ce qu'on disait au départ. Est-ce que c'est cette partie qu'on donnait la sensibilisation de la compagnie ou ça venait avant? Ça vient avant. Alors, la sensibilisation vient avant. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, nous à Deloitte, on organise de temps en temps des webinaires, des formations. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec la Chambre de commerce où nous avons lancé les masterclass de la transformation digitale. Donc, l'idée des masterclass... j'ai vu le mail. L'idée des masterclass de la transformation digitale, c'est de former les entreprises pendant 3 jours sur les impératifs du digital. Pourquoi est-ce qu'il faut se digitaliser? Comment est-ce qu'il faut se digitaliser? Comment faire son diagnostic et autres? Quels sont les outils qu'il faut? Donc, pendant 3 jours, on prépare les décideurs ou les participants à cela. C'est une forme de sensibilisation. C'est tout secteur d'activité confondu, tout métier confondu. Donc, ils auront la latitude de poser des questions aux différents experts de Deloitte par rapport à leur réalité et on leur apportera des inputs qu'il faut. Avec nos équipes également au niveau de Deloitte, on rédige des articles. Donc, on publie des articles, des études sur ce qui se fait, sur ce qui devrait se faire, sur les risques, les conséquences si éventuellement certaines choses ne sont pas faites. Donc, on les diffuse gratuitement à notre communauté, à nos clients, à nos partenaires. Ça, c'est ce premier volet de sensibilisation-là. Et donc, ceux qui en prendront connaissance, ou qui seront impactés par cette communication-là, derrière, si le besoin se fait ressentir et qu'elles veulent se faire accompagner par Deloitte, en ce moment, ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et justement, je me demandais comment la personne pouvait savoir, mais parce que j'entendais pas, c'est pas Deloitte qui disait « nous allons changer ça ». C'est la personne qui disait « ma mission ou ce que nous voulons dans ce domaine, c'est changer cela », et Deloitte accompagne. Parce qu'ils ont été un peu sensibilisés au départ, c'est ça? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le client doit nous exprimer son besoin. Exactement. Aujourd'hui, j'ai constaté que je fais ci. Je vois par exemple que mon concurrent fait ça. Ou bien je constate que mes clients attendent de moi ceci. Voici mon besoin. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner? Nous, sur cette base-là, après cette qualification, l'analyse de son besoin, on fait une étude de faisabilité, on fait son diagnostic interne et on lui propose la stratégie et la tactique qu'il faut pour l'exécuter. Maintenant, libre au client de dire « Ok, j'ai apprécié la stratégie, la tactique, je veux que vous m'accompagniez à la mettre en œuvre. » Ou « Bon, ok, il n'y a pas de souci, je récupère cette stratégie, cette tactique et je vais l'exécuter moi-même. » Mais derrière, quand une stratégie est définie, il faut faire un suivi. Bien sûr. Il faut s'assurer qu'on est sur la droite ligne, il faut s'assurer qu'on n'a pas déraillé et tout ça. Et nous, Deloitte, on sait justement apporter cet accompagnement, ce suivi-là. Génial. Léonce, c'était vraiment... top, vraiment on a beaucoup appris. C'est pour ça qu'il faut rejoindre la communauté Adicom. Bien sûr, vous serez en très bonne compagnie. Vous avez entendu la passion. D'ailleurs, Léonce qui nous disait que c'est son premier podcast. Comment tu notes Léonce, Yola? Ça s'est surtout très bien passé. On a eu une discussion. On n'était pas juste en train de lire ou quoi que ce soit. Très bien passé. On sent la passion, on sent l'énergie. Quand mon badge Adicom, parce que je veux rejoindre la communauté. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, bienvenue, parce que vous êtes déjà dans la communauté, ça c'est sûr et certain. Ça se fait. Et le badge va venir par la suite. Voilà, il faut le badge, on postera la photo sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà, mais en tout cas, voilà, la communauté, elle est là pour ça, pour apprendre. Je pense qu'en étant membre aussi de cette communauté, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que les gens aient accès à du contenu, à des remises aussi sur des formations. Pourquoi pas même à des petites remises sur des accompagnements des lois, qui sait? On regarde. Qui sait voir. C'est enregistré de toutes les façons. Une remise de beaucoup, c'est beaucoup. Exactement. Mais voilà, mais en tout cas, on veut vraiment mettre en place cela. Donc, je répète ce que je disais au début.
Si vous aussi, vous voulez contribuer à cet écosystème, si vous pensez que avec la créativité digitale, avec les outils innovants, avec le storytelling, on peut avoir un impact sur nos communautés et donc sur le développement du continent, rejoignez-nous, rejoignez-nous, parce que vous trouverez vraiment des personnes qui pensent comme vous et qui partagent le même rêve. Et c'est vraiment ça qu'on veut créer ensemble. C'est une famille, c'est vraiment une famille, on est ensemble, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Et c'est tranquille, c'est tranquille, n'est-ce pas? C'est Adicom. Voilà. Exactement. Donc, toutes les informations sur nos prochains événements arrivent également dans les descriptions. Il ne nous reste plus qu'à remercier Monsieur Léonce et puis Monsieur Yola également. Beaucoup. Merci à toi, Caïs. Merci à tous et à la prochaine. À la prochaine, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Ciao.